Bonjour à tous et bienvenue sur 5 by 5, votre podcast 100% basket, 100% analyse comptoir. Je suis votre hôte Sativa et je suis rejoint de nouveau par la Thibaut complet, Pop Réadoc. Bonsoir tout le monde. Hello. Allez, Salut. ultime preview si c'est bien celle-là que vous regardez en dernier, avec la division sud-ouest de la conférence ouest. Je vais rentrer tout de suite comme dans le vif du sujet, comme souvent, pour pas perdre trop de temps. On va attaquer avec les San Antonio Spurs qui ont terminé l'an dernier, du coup, dernier de cette division, avec 22 victoires pour 60 défaites, et qui ont, bien évidemment, comme tout le monde le sait, tiré le gros lot cet été avec le first pick et la draft de Victor Wembanyama. Pas beaucoup de mouvements à côté, hein. Il n'y a pas d'acquisition ni de départ vraiment important. On a proposé pas mal de prolongations de contrat, hein, puisque Devin Vassell a obtenu son futur contrat à 180 millions, je crois, si je ne me trompe pas. Trey Jones a eu une qualifier. Zach Collins a touché une prolongation également aussi. Voilà, donc on a re-signé les pièces qui semblent être des pièces importantes du groupe. Hein? Celles sur lesquelles on mise pour le futur. Oui, voilà, c'est ça. On mise sur une raquette Collins Wemby pour commencer sa carrière. Vassell qui clairement va être un membre important de l'effectif pendant de longues saisons, je pense. Un point intéressant quand même, c'est que Popovic a décidé de faire start Jeremy Sochan Sohan en point guard officieux en tout cas pour commencer la saison, au lieu de Trey Jones qui était le meneur l'année dernière et qui semblait parti pour être de nouveau le meneur cette année, hein. Il n'y a pas de vraie raison, semble-t-il, à ce qu'il ne joue pas. C'est un joueur correct, même si fort limité. Mais visiblement, le jeu des Spurs passera plus par Zach Collins, qui est un créateur correct et même plutôt bon, je dirais, depuis le secteur intérieur. Vassell, qui porte assez bien la balle en attaque également. Et on verra sûrement Wemby bien porter la gonfle aussi au fur et à mesure que la saison avance. Ça permet des ajustements défensifs intéressants, puisque ta ligne quand même un 5 qui est grand et qui peut grosso merdo quasiment switch sur la plupart des joueurs. Après voilà, on ne se fait pas d'illusions, c'est une équipe qui va être mauvaise au bilan comptable, mais on est d'accord que voilà, l'important c'est de poser des bases de jeu et de faire évoluer les jeunes. Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est pour ça, ça serait une équipe plus loin sur un processus de construction. Le Sohan en 1, j'aurais pas trop compris. Mais oui, ça se tente. Puis, voilà. Bon, après, de toute façon, il peut défendre sur à peu près tout ce qui est entre 1 et 4. Alors, pourquoi pas. Euh, Puis ça peut être une manière aussi voilà, la création, elle peut venir de partout, de- même là où on s'y attend pas. Et puis, mais oui, après, de toute façon, je pense pas que leur but soit de gagner beaucoup. Je pense que leur but c'est, même s'ils ont quelques certitudes, notamment par exemple, enfin, certitudes au niveau du front office. Sur Vassell, par exemple. Euh, Bon, je suis moins fan pour Keldon Johnson. Bon, ils lui ont signé un contrat aussi. Mais ouais, ils ont une idée déjà sur quelques joueurs. Quelques joueurs, vont voir qu'ils vont accompagner. S'ils peuvent choper un bon pick de draft en plus, je pense qu'ils prennent. Voilà. Ils ne sont pas dans l'obligation de gagner cette année. Même si, voilà, bah, en tant que Français, on sera toujours content c'est de voir une victoire de l'équipe de Victor. Bah, lui-même, il aime pas quand tu l'écoutes, il dit qu'il aime pas perdre du tout. Donc, je pense que lui aussi, il ne cracherait pas sur plein de victoires, mais qu'il a bien conscience que ce ne sera pas pour cette année. Ouais. Doc, que... Pas grand-chose à dire. En fait, le roster est vide, mais ça va dans le bon sens. C'est pour résumer. Oh, Ils ont gagné la loterie l'année, il fallait la gagner. comme par hasard. On va voir conscrit pour la première saison. Comment est-ce qu'ils vont... En fait, c'est pas tellement les victoires qui sont intéressantes côté Spurs, c'est comment est-ce qu'ils vont manager Victor, comment est-ce qu'ils vont commencer à l'entourer et dégrossir autour aussi. C'est est-ce que quel type de point guard tu veux à côté de lui à terme? Est-ce que c'est Trey Jones ou pas? C'est ce genre de choses qui va être intéressant à voir cette saison. Pour moi, ce ne sera pas Trey Jones. Parce que ta question est plus dans le sens, est-ce qu'il faut un vrai meneur à côté ou est-ce qu'on peut monter un truc comme ils font là avec Sohan
d'un meneur un peu différent, mais parce que ça collerait, parce que le jeu serait porté différemment. Je pense que c'est une expérience un peu loufoque parce que ils veulent donner des minutes pour développer Sohan aussi, mais je vois pas à quel moment c'est réaliste sur la durée. C'est exactement ce que j'allais dire, hein. Pour moi, c'est vraiment enlever la concurrence des minutes forward qui sont assez compliquées à San Antonio. Enfin, il y a très peu de talent, mais il y a beaucoup de jeunes, donc faut donner sa chance à tout le monde. Alors que bon, sur les guards, tu as très peu de talent et de jeunes, et d'autant plus que Ted Jones c'est autant un move shooter que Fran, donc c'est pas tout à fait une aberration de mettre un shooter de moins sur le terrain. Moi, je pense que clairement, là, aujourd'hui, il n'y a que Victor et Vassell qui sont intouchables. Et 3 ans plus tard, si on me dit que c'est les 2 derniers joueurs qui restent de cet effectif, ça me choquerait pas, quoi. Ouais, je serais pas choqué non plus. Voilà, c'est un début de reconstruction, clairement, même si, voilà, même si quand tu as déjà donné un contrat à Vassell, à Keldon, ton projet central absolu, c'est Wemby. Donc, en fait, tu es au début de ta reconstruction. Compte pas être compétitif avant 2024, 2025, 2026, je pense. Éventuellement 2024, 2025, mais ça semble tôt. Donc dans tous les cas, là, le but c'est juste de faire jouer un peu tout le monde, de voir qui tu peux garder pour la suite, qui tu vas prolonger à un tarif peut-être raisonnable. Mais si dans 3 ans tout le monde est parti sauf Vassell et Wemby, bah c'est pas une bonne surprise, quoi. Même si après, je pense qu'ils misent beaucoup sur ça. Mais évidemment pas serein, bien sûr. Mais Bah, c'est parce qu'il a des qualités qui sont indéniables et que ça reste un projet voilà, super intéressant. C'est un topic. Il switch très bien en défense. Offensivement, il a progressé l'année dernière au fur et à mesure de l'année. Voilà, hein, c'est pour ça que c'est pour ça que tu lui donnes tes minutes, beaucoup de minutes, parce que tu veux voir jusqu'où tu peux aller. Et peut-être que ce sera un joueur qui va réussir à se développer correctement pour être une pièce essentielle autour de Wemby et Vassell. Mais c'est pas sûr, quoi, clairement. Mais il l'aime bien, c'est sûr. Et ouais, moi je trouve qu'également, même si c'est pas un top joueur, peut-être qu'à terme c'est pas un titulaire, moi je trouve que Zach Collins, c'est vraiment un profil qui fit super bien avec Wembanyama pour le coup. Il y a pas beaucoup de 5 meilleurs passeurs, hein, finalement. Ouais. Même s'il a été qualifié dès les temps par les, les, les fausses scouting reports des Mavs, c'est parce que vous avez vu. Non, Ce grand, il va mourir de rire en plus. ce grand moment d'archéologie là, des photos, des scouting reports supposés des Mavs devant la porte de l'hôtel des joueurs. Bon, a priori, j'espère qu'un certain billet fait pas ça. Mais bon, pour revenir à Collins, pas, même si là c'est l'accueil défensive notamment, c'est un joueur offensivement ultra skillé et ultra complémentaire de Wembanyama. Je pense qu'à terme, il peut être souvent aligné avec. Ouais, le problème de Collins, c'était physiquement, il était pas terrible ces dernières années. C'est pour ça qu'il n'a pas eu un contrat très élevé il y a quelques années, hein. C'est un joueur qui a connu quand même pas mal de blessures. Après, je sais pas si. Je sais que là, il a une prolongation pour 2 ans, là, 34 millions sur 2 ans. Mais je sais pas s'il va fitter au niveau de la timeline malgré tout. Même si je suis d'accord que c'est un joueur intéressant à côté de Wemby, hein, mais quand il sera pas cuit, mais quand les Spurs vont commencer à gagner, il aura peut-être déjà 28, 29 ans. Mais sur le banc, à la limite, je suis d'accord que c'est un joueur intéressant. Ouais, mais ça peut, après 28-29 ans, ça fait, je vais dire un capitaine de route, mais ça c'est plus dans le cyclisme qu'on utilise ce terme-là, mais ça fait un vet, s'il garde un salaire à peu près comme maintenant, ça fait un très bon vet à pas cher. Ah, ça dépend du contrat. Là, il va toucher 18 millions là, 2 années de suite. Voilà, il faut que le mec à 29 ans, il accepte de toucher moins de 18 millions. Moi, je suis pas. Tu vois, à bout d'un moment, ça fait cher le bench player. Après, ça dépend comment les Spurs font leur effectif. Après, moi, je dis ça dans l'optique où, oui, qu'à ce moment-là, ils reprennent un contrat de 13 millions, pas plus. Et il faudra que je sois d'accord. Mais si tout clique bien, s'il se plaît bien, il n'y a pas de raison. Oui, je suis pas contre, hein. Ça, c'est pas comme un Doug McDermott. C'est lui, clairement, même s'il faisait une super saison, le SFO va dire frère, t'as 31 ans, t'es pas dans notre timeline. Ouais, non, mais de toute façon, là, dans l'effectif, en vrai, dès l'année prochaine, ils ont déjà plus de salaire de merde, hein. Pour le coup, c'est assez clean, hein. Oui. Pour le coup, c'est assez clean. En parlant de salaire de merde, on va parler pour continuer des Rockets.
l'autre équipe qui était à 22 victoires et 60 défaites l'an dernier, mais qui n'a pas eu la chance d'être first pick, et qui à la place a même ski en 4, donc qui a choisi le premier jumeau Thompson, Ahmed, euh, qui a drafté également Cam Whitmore, qui, selon presque tout le monde, est un style, donc on verra bien. Et en dehors de ça, les grosses signatures, c'est évidemment Dylan Brooks qui arrive. C'est un sign and trade. Hein, je sais plus ce qu'ils envoient en retour. Je crois que c'est rien d'important, mais officiellement, c'est un sign and trade. Et surtout la signature de Fred VanVleet pour un joyeux contrat de 130 millions sur 3 ans. J'ai pas noté de départ vraiment important. C'est que des role-players. Hein, KJ Martin, Josh Christopher. Le superbe Kevin Porter Jr. bien évidemment, mais bon, qui de toute façon ne servait déjà plus à grand chose dès lors que Fred VanVleet était signé. Bah, techniquement, t'as pas de team aussi qui est parti. Ouais, voilà, bon, t'as pas grand chose quoi. Ouais, pour faire plaisir à Feller, on va pas oublier Boban dans les partants. Super, ouais, merci Boban. Je peux pas pouvoir commencer en premier hein, puisqu'on parle de sa franchise, mais en vrai, au fond, comment tu juges un peu la stratégie des Rockets sur cet été? Je pense qu'il y avait une ligne directrice assez claire qui était ramener de l'expérience et une sorte de culture défensive. Si j'ai un peu de mal avec les fois où on parle de culture, de hit culture notamment, je trouve qu'en effet c'est important de ramener une ligne de conduite claire au niveau notamment défensif, parce que faire se développer des jeunes dans un environnement ultra run and gun où ça défend pas, où ça attaque très mal, c'est compliqué. La seule qualité qu'avaient ces Rockets, c'est le pourcentage d'attaques menées en transition, mais on n'y était pas efficace. Donc finalement, donc oui, c'était nécessaire de ramener de l'expérience, tout ça. Maintenant, il ne faut pas se fourvoyer sur les ambitions que peut avoir cet effectif, et toute autre chose qu'une 15e place, c'est une réussite. Franchement, il y a très peu de talent, hormis le duo Van Vliet, Green à l'arrière, Sengun un peu qui motive d'espoir. Le reste, je pense qu'il n'y a pas un joueur qui a le niveau titulaire NBA. Donc dès lors, c'est compliqué de jouer au basket. Comment Dylan Brooks n'a pas le niveau d'un titulaire NBA? Il est border. Ah, il est border. Bah, autant pour tout. 86 millions sur un mec border joueur NBA. Oh, il est moins cher que RJ Barrett. Il est meilleur. Le débat va. Franchement, ce débat va durer des années, c'est incroyable. Le mec, il lâche pas le steak, hein, vraiment. Non, mais après, un changement qui est notable aussi, enfin, qui peut être notable, c'est le coach. Parce que, bon, tu fais venir Ime Udoka, qui je pense est un bon coach au-delà des problèmes, on va dire, personnels qu'il a connus avec Boston. Mais toutes les histoires autour de Stephen Silas qu'il y a eu l'an dernier ont été vraiment pas très rassurantes. Que ce soit pour lui, je trouve, sur ses capacités de coach et à mener un groupe, parce qu'il a franchement été dépassé, mais aussi sur, et c'est peut-être là qu'il y a eu un besoin de recruter des joueurs d'expérience, comme il y a Jeff Green quand même aussi qui est là, et ça a trade pour Oladipo quand même. Enfin, ça a trade pour Oladipo, voilà. Mais bon, c'est des joueurs d'expérience qui peuvent aussi amener un vestiaire un peu plus, euh, un peu plus mature, parce que voilà, John Wall avait eu des termes assez forts déjà pour le décrire. Et c'est vrai que laisser un groupe de jeunes entiers diriger un vestiaire, c'est pas toujours la recette du succès. Et vu comment Stephen Silas l'a vécu l'an dernier, je pense que rien que ça, c'est aussi un pas en avant. Après, je suis désolé, mais Stéphane Silas, de toute manière, comme coach, il m'a toujours, sur ce que j'ai vu, il m'a donné l'impression d'être aussi bon coach que son daron. Je pense pas que c'est un bon coach, honnêtement, même si je vais pas non plus l'enterrer après juste faire un passage dans la pire organisation de la NBA. Mais ça fait peur de voir à quel point il était dépassé quand même. À quel point il ne maîtrisait pas plus du tout son effectif, au point d'en chialer quand même à moitié en conférence de presse, si c'est pas littéralement. C'est pas rassurant pour lui, mais c'est pas rassurant non plus sur l'atmosphère qui régnait dans le vestiaire et, Après, et potentiellement l'état d'esprit des leaders et des jeunes joueurs qui étaient les leaders du vestiaire, quoi. voilà, après, Troll, mais c'est peut-être un très bon adjoint, mais en coach principal, je suis aussi convaincu qu'avec Paul Silas, quoi. Oh. C'était l'enfant prodigue à son arrivée post-Ardennes. Le coach qui ramenait l'identité défensive. Quelle réussite que ce fut. Ouais. Des années en étant la pire défense, punaise. Après, si on te donne pas le matériel, tu peux
tu peux donner, désolé, hein, tu peux nous donner le meilleur coach défensif du monde. Si tu mets tous les quatre dans un sac majeur, tu vas prendre la marée, hein. Non, pas moi, déjà, premièrement. Et puis surtout, enfin, je veux dire, il y a des histoires de résultats purs et il y a des histoires quand même de manière. Ouais. Cette équipe des Rockets, en vérité, qu'est-ce que les jeunes en retirent de ces 2 ans, là, 2 voire 3 ans? Rien du tout. Et quand des jeunes peuvent arriver et tout de suite produire, moi je pense que c'est très très mauvais signe. Parce qu'un rookie n'a pas le niveau NBA, c'est impossible. Et voir que Green il arrive, il produit, Tate qui est un joueur nul, mais archi nul, il arrive, il produit, Keldon Martin il arrive, il produit, c'est juste révélateur du niveau de ce qui est proposé je dirais même pas dans cette effectif, mais dans cette organisation tout court. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je suis pas 100% d'accord parce que t'en as qui viennent autant quand tu viens de la SNCA, je suis d'accord, je suis moins d'accord quand tu viens des championnats étrangers, mais oui, sur le fond, t'as quand même raison. Sur le fait qu'on a vu des mecs stater alors qu'il y avait aucune raison. Et à la limite, c'est un jeune qui state parce qu'on essaie de le mettre en avant, de le mettre dans les meilleures dispositions, ça peut se comprendre. Là, comme tu dis, t'aurais mis n'importe quel random, ça statait aussi, c'est qu'il y a un problème. Bah, elle a pas d'identité en fait cette équipe tout simplement. Sur le terrain, tu vois juste des poulets sans tête courir et prendre des tirs à tout va et c'est tout. Il n'y a rien. Vraiment, il n'y a rien. Je prends souvent cet exemple, mais quand les Sixers ils tankaient, quand ils hard tankaient, tu voyais qu'il y avait des principes de jeu, une identité de jeu qui étaient inculqués quand même par Brad Brown, tu vois. C'est pour ça qu'ils l'ont gardé, parce que tu sentais qu'il y avait quelque chose derrière. Là, vraiment, il n'y a rien. Vraiment, les matchs de Houston, moi, de toute façon, j'ai vite arrêté de regarder parce qu'il n'y a rien, c'est chiant et c'est nul. Putain, c'est nul. Disons que certains matchs, je me demandais si t'avais pas Silas qui gueulait Paul. Mais, T'as vu qu'il y en a qui tire, quoi. mais je pense qu'après 20 matchs, l'année dernière, il ne servait plus à rien. C'était Ah, fini. je suis assez d'accord, oui. Jalen Green, vraiment, le step-up, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver, mais l'horloge tourne, comme on dit. Hein. Ben ouais, après, avec Ouais. on lui a mis dans les pattes là. Moi, les mouvements de cet été, je comprends l'idée, l'exécution, j'ai bien plus de mal. À la rigueur, Van Vliet, pourquoi pas, même si, franchement, je suis pas tellement fan. Mais le Dylan Brooks, là, par contre, pourquoi? Il va te prendre des minutes poste 2-3, t'as des joueurs à développer. Sauf si tu te dis, ouais, bon, Amen Thompson, je vais le mettre plutôt 4, mais c'est le moins physique des deux frères, je crois. Donc, ton poste 2, ton poste 3, normalement, c'est Green, Thompson. Enfin, tu mets des two-way derrière à développer et c'est suffisant. Je vois pas ce qu'ils ont été chercher en Dylan Brooks. Je pense que c'est peut-être Udoka qui voulait un leader défensif dans son équipe. C'est un coach qui était reconnu à la base pour ses qualités défensives, donc ça me choquerait pas de. Tu vois, il arrive, il voit l'effectif, il se dit putain, il n'y a pas un mec qui sait défendre là-dedans, et je prends le plus gros chien de la NBA, je m'en fous, quoi. Je veux un mec qui a la dalle. Ah, et après, est-ce que c'est forcément une mauvaise chose que Jalen Green va être obligé de se défoncer à l'entraînement et en match pour garder sa place et pas qu'on donne Sa place, elle est intouchable. Tu peux le faire comme tu veux, il aura ses minutes. C'est mort, sa place est intouchable. Ne serait-ce qu'en tant qu'entraîneur, si tu fais ça, t'as le GM ou l'honneur qui t'appelle et fait notre second pick là, pourquoi il joue pas plus de 25 minutes là, je comprends pas. Tu vas me le faire jouer tout de suite, s'il te plaît. Et faut pas rêver, hein. Pareil, franchement, si tu me dis que il y a Victor Oladipo qui joue 30 minutes et Jalen qui en joue 18, je te jure que le coach il tient pas plus d'une semaine, hein, j'y crois pas. Hein. J'y crois pas une seconde. Hein. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Je comprends, mais il y aura peut-être des petites tapes sur les doigts, des petites punitions, des Belges dans le quatrième quart-temps, c'est sûr, mais moi j'ai Oui, voilà, mais qu'avant, t'avais personne pour le faire. mais moi Je vais le bencher. Ouais, mais je vais mettre. mais moi je pense que c'est trop tard en fait. Je pense que c'est trop tard. Je pense par rapport déjà par rapport à son parcours où le mec, pourtant je suis pas un border de collège comme on dit, mais déjà il est passé par la G-League, donc ça aide pas non plus à développer la notion de structure d'équipe et de cohésion pour les joueurs. Mais là pendant 2 saisons il a fait ce qu'il voulait quoi. Donc, Ah bah, autant pour un Sengun, c'est pas forcément perdu. ouais, il y a des motifs d'espoir, c'est une bonne ça après. Ouais, Voilà. mais bon, pour Sengun, je peux dire, il a quand même pu progresser, là, peut-être pas autant qu'il aurait pu progresser d'entrée avec un bon coach, mais on l'a vu progresser, on l'a vu
Jalen Brown, lui, c'est clairement 2 ans de perdu. Ça, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis déçu parce qu'en plus, je m'en souviens, quand il était rookie, post-All-Star Game, il avait commencé à être super efficace, vraiment, genre, enfin, pour un genre shooter comme ça, hein, il faisait 46% au foot, 38 à 3 points. Voilà, quand t'es rookie, post-deadline, ouais, c'est pas mal, quoi. Bah oui, c'est même excellent. Et je suis sûr que j'avais dit que j'avais été putain de motif d'espoir pour la seconde saison et tout. C'est pour ça, ils sont dégueulasses, mais d'une force. C'est zéro progression, en fait, hein. Là, de toute façon, c'est simple, tu compares ces 2 premières années, il n'y a rien à changer, hein. C'est le même joueur, hein. Bah, c'est un joueur qui, depuis sa draft, on le sait, a un défaut un peu terrible en NBA, c'est qu'il crée mal. Ah ouais. Il pas créer de distance quand même. Et c'est problématique quand même pour un extérieur qui, a priori, est plutôt jump shooter. Malgré ses capacités athlétiques, qui faut un peu penser que c'est un driver, ça n'en est pas un. Hein. Ah, c'est un pur jeune C'est un shooter. Paul George, c'est un Paul George avant, maintenant. Mais sauf que il sait pas son tir comme Paul George, il est moins smooth, il est moins grand. Bon, il a son side step vers la goal qui carry un peu, il prend des tirs, il a un tir assez rapide, tout ça, mais compliqué quand même. Moi, je trouve que ça pue un peu, quand même. Après, faut voir aussi par rapport à son profil de joueur que l'absence d'un vrai meneur lui était probablement préjudiciable aussi. Ah, ça c'est sûr. Ça va être intéressant de voir avec Van Vliet si on voit un rebond. C'est pas un vrai. Moi, c'est ça le truc, c'est que moi, Ouais, c'est pas du tout un vrai meneur, hein. Je veux dire, sur ses moyennes à la passe, c'est un leurre, hein. C'est pas un meneur, Van Vliet, hein. En fait, il est venu prendre son billet et rentrer des 3 points. Ah, mais clairement. Je reformule. Van Vliet est plus meneur que n'importe quel meneur sur la dernière saison à Houston. Ben. Ouais, bah, tu sais quoi, franchement, je sais pas s'il est plus meneur que Kevin Porter Jr., honnêtement, hein. Sincèrement, hein. C'est un meneur de pick and roll, quoi. Tout le reste du basket, pas trop. Ouais, bah, Van Vliet, c'est pas un grand meneur en dehors du. Il y en a qui ont fait des finales à la NBA avec lui qui pick and roll. Hein. Je trouve que c'est pas un grand meneur en dehors du pick and roll. C'est pas l'impression, non? C'est un mec quartif, fort quand même. Oui, ouais. Il aura quand même forcément plus de passes, moins de passes pourries, il va y avoir un petit peu plus de talent autour de lui, un petit peu plus de Ouais, c'est un peu plus naturel. peut-être sûr. pour l'adversaire, donc ça va lui dégager un peu de place. Et voilà. Je pense que même si, comme tu dis, techniquement, c'est pas un vrai meneur, on le dit, qu'il aura quand même le droit à quelques passes bien senties, plus qu'avec un Porter Junior, qui jouait surtout pour ses stats. Et, Ah bah, d'après le burner de Nick Nurse, c'était pas mal, hein, les Raptors, hein, dans le vestiaire, hein. Franchement, il a lâché des bonnes dingueries, hein. Bon, allez, j'en profite pour enchaîner. Alors, les baskets, ah non, On va parler. pas encore. On est toujours dans le cirque, puisque on va parler des Mavs. 38 victoires, 44 défaites l'an dernier. Pas de playoff, pas de play-in. Pas grand-chose cet été, hein. Une petite prolongation pour Kyrie. Josh Green, ça c'est une bonne prolongation, franchement. Ça vient de tomber il y a quelques jours. Dwight Powell est resté. Tu fais venir Grant Williams en salary trade, ce qui est quand même un bon move. Il faut le noter aussi. La draft de Derek Lively, voilà, qui risque d'avoir un rôle, on va dire, important déjà cette année. Et en gros, t'as Tej Bullock comme seul joueur que je trouve qui est vraiment important, je trouve. Pour les Mavs, c'est Luka qui a joué tout l'été déjà et qui arrive déjà cramé. C'est Kyrie et ses problèmes continuels tous les ans, que ce soit niveau blessure, hein, c'est pas un joueur très durable, mais aussi hors basket où il est encore moins durable. Moi je trouve que c'est une équipe qui commit financièrement et qui est moyen. Voilà, c'est une équipe moyenne qui surnage un peu parce que Doncic est un joueur incroyable et ça s'arrête là. Après, sur l'intersaison, comment dire, ils ont essayé de ramener un petit peu plus de défense. Alors, je sais pas si ça suffit. Hein. En vrai, elle est pas mauvaise leur intersaison. Grant Williams, c'est cool. La draft Surtout, si tu prends en compte les moyens qu'ils ont, elle est même très bonne. Ouais, la draft de Lively, en vrai, jusqu'il a montré déjà un peu avec Lucas, franchement, elle est cool. Josh Green, moi, je trouve que c'est un super joueur. Kyrie, le contrat est pas dégueulasse, hein. C'est un 2+1 à 40 millions de l'année. C'est pas honteux, quoi. Surtout qu'on avait peur qu'il se prenne une balade à la base, hein. Oui.
Après, honnêtement, je sais pas pour vous, mais j'ai regardé en entier le match donc de la contre les Spurs. Autant, voilà, comme on dit, l'intersaison n'est pas dégueulasse, notamment sur le fait de ramener de la défense de la meilleure au match. Par contre, c'était pas tout à fait au point, hein. C'est le premier quart-temps, mon Dieu. Ça, ils en auraient pris, s'il y en avait eu trois autres comme ça finissait à 150 points dans la mouille, hein. C'est même plus globalement la première mi-temps. Mais après, est-ce que le problème ne vient pas du coach aussi? Moi, c'est peut-être un peu irrationnel, hein, mais cette équipe de Dallas, je la sens vraiment bien. Enfin, je peux pas imaginer 2 saisons d'affilée avec un top 3 joueur de la... Non, pas top 3. Un top 7 joueur de la ligue. Encore une fois, hors playoff, hors play-in. D'autant plus avec... franchement, que le supporting cast, il n'est pas cohérent, ça c'est certain. Mais il y a du talent autour. Et vu la division, je ne serais pas étonné que ce soit l'équipe qui s'en sorte le mieux et qui soit un peu propulsée par les victoires d'équipes nouvelles, en fait. Mais en même temps, on disait ça l'an passé, il y a 2 ans aussi, que peut-être que Dallas avait profité de la division faible pour faire une breakout season. Bon, ça n'a jamais trop été le cas pour l'instant. Moi, je trouve que l'ajout Grant Williams, il va dans ce sens, que la draft de la Cleveland, elle n'est pas idiote, et que peut-être que ça peut enfin matcher avec une saison un peu plus calme, entre guillemets. Ouais, Moi, avec ça, moi. Faut pas oublier aussi qu'en fin de saison dernière, c'est concrètement, ils ont tanké pour garder leur pic. Parce que quand on regarde le bilan comme ça, ils ont dit ouais, quelle catastrophe et tout, pas capable d'aller ne serait-ce qu'au play-in. Non, ça a été une décision prise collégiale dans la franchise. On a benché un petit peu tout ce qui pouvait être benché, tout un petit tombe qui fait mal, bah c'est bon, c'est 3 semaines d'arrêt, des trucs comme ça. Ah, ouais, je sais pas. Luka, il a joué quand même, hein. ah, sur la fin, je suis d'accord avec Doc, mais au départ, je pense qu'il voulait vraiment essayer d'y aller quand même. Ah non, ils ont essayé, mais sauf qu'ils ont pris la décision, entre guillemets, pas trop tard pour bien sacrifier la fin de saison et puis dire, bon, bah merde, on n'est pas en playoff. Bah, de toute façon, je pense qu'aucun de nous, justement, parce que il y a quand même une amélioration globale du roster, ne va dire qu'ils vont faire une pire saison que l'an dernier. C'est maintenant, la question, c'est, la question, c'est, est-ce qu'ils vont retrouver les places où on aimerait les voir malgré leur effectif encore bancal, enfin, bancal n'est pas forcément le meilleur terme, mais déboulé trop vite, on va dire. Ou est-ce qu'ils vont encore faire une saison très moyenne, très... Bon, vu les réactions, je suppose qu'il y en a un qui va les mettre pire que l'an dernier, mais... Non, en vrai, pas à ce point-là. Je me dis, il y a trop de talent et l'intersaison est trop bonne pour qu'il soit nul. Mais, Non, ça aurait été possible s'ils avaient été dans la Pacifique. mais, en- Là, ils sont quand même dans la Southwest. mais moi, en vrai, c'est parce que je crois pas du tout à l'équipe que j'ai 11e, hein. Mais franchement, j'étais pas loin de les mettre hors play-in, hein. Moi, j'étais vraiment pas loin de les mettre hors play-in parce qu'en fait, déjà, euh, j'ai vraiment des doutes sur la condition physique de Luka pour la saison. Il arrive déjà en ayant eu des petits pépins cet été et en pré-saison. Et il a jamais montré que c'était un joueur durable sur une année complète, hein. Il loupe littéralement 20 matchs, enfin 15 matchs par an, ce qui est déjà conséquent, même si je comprends qu'aujourd'hui où personne ne joue 80 matchs, régulièrement il se fait des petits trucs à droite à gauche. Et je trouve que un été complet de basket, bah, ça n'aide pas. Et il va devoir, enfin tu vois son premier match, ça a compris déjà ce qui allait se passer. Pour qu'il gagne, il va être partout. Il doit être partout. L'association de Kyrie, de toute façon, j'y mets déjà pas à la deadline, j'aime toujours pas, et je pense que ça fonce toujours dans le mur. Ça fonce dans le mur, ça continue à jouer comme ça. S'ils adaptent leur jeu... En fait, on en revient toujours au gros problème dont je parlais. Problème de coach. Ah, coach, c'est pas parfait, c'est sûr, mais bon, les décisions sont pas bonnes non plus. Les mecs, Oui, mec. les mecs, ça fait 5 ans, ils veulent trade Hardaway, et puis quand il était expirant, ils l'ont prolongé. Je veux dire, au bout d'un moment, Oui, voilà. ah voilà, Pas quoi. qu'il y a pas de problème non plus au niveau du FO, même s'il y a du mieux depuis 1 ou 2 ans. Mais je peux comprendre la logique dans le Stitch Irving avec dans le Stitch en porteur de ballon et Irving qui met des cartouches de partout. Mais le truc, c'est il y en a un qui sait pas défendre et l'autre qui ne veut pas défendre.
On était forcé d'en avoir 3 qui Mais les deux, défendent fort à côté. mais les deux, ils peuvent pas, ils ne savent pas. Tout simplement. Enfin, franchement, les deux sont trop, les deux sont trop limités physiquement. Ah, je pense que Kane, s'ils s'en donnaient la peine, il pourrait défendre sur les 1. Ouah. Ça a jamais été un. Non. Latéralement, il a jamais été rapide. L'espace derrière lui, hein. Il peut pas gérer l'espace derrière lui, Kyrie, ça sur les 1, encore moins que peut-être les 2, Ouais, c'est envisageable, mais les 1, c'est trop dur, hein. Quand ça va vite, il est vraiment en difficulté, hein. Il n'y a pas de vitesse latérale, hein. Ouais, mais après, je parle pas en faire un grand défenseur, mais au moins un défenseur correct, quoi. Bon, après, Doncic n'a pas beaucoup envie non plus. Mais lui, physiquement, il est limité et puis il donne tellement à l'attaque. Physiquement, il est limité, hein. Alors, enfin, j'en parlais déjà, mais le vrai parallèle, il a jamais été avec LeBron, il était avec Harden. Même de ce côté-là du parquet, voilà, c'est un mec qui va toujours tenir au poste en vrai, parce qu'il est costaud. Et tu le débordes facilement, hein, et c'est pas juste de l'envie, hein, c'est juste que physiquement, il n'a pas les capacités pour tenir des guards qui vont vite. C'est impossible. Oui, oui, mais je sais bien, vraiment, non, il serait pas. Ah, mais ça fait. Ouais, mais du coup, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est là qu'il y a un problème, c'est le bas court entier n'est pas bon. Mais n'est vraiment pas bon. Et quand ton bas court ne défend pas ou ne sait pas défendre, ben, franchement, c'est compliqué, hein. Même en ayant des super défenseurs à côté, c'est compliqué, hein, quand tu sais pas défendre des porteurs de balle, hein. Oui, non, ça on est d'accord, mais est-ce qu'il y a quand même des ajustements au niveau des joueurs qui sont faits? Pourtant, sincèrement, j'ai eu l'impression de voir peu ou prou un match de Dallas l'an dernier. Donc, il y a un problème de coach aussi. Si tu fais la même bruit avec des joueurs différents, Mais c'est quoi qui te dérange vraiment dans ce qu'ils produisent? bah, que des fois, il faut mettre 3 cartons, et qu'il y en a un qui dit, ah, bah, ce serait bien de défendre, de pas savoir calmer le jeu, de pas. Je crois qu'ils prennent plus de 40 points dans le premier carton hier. C'est les Spurs en face. Ouais, mais ils jouent vite, je crois, aussi, Dallas. Ça aide pas non plus. oui, vite. Et puis après, là, tu fais des conclusions sur un carton du premier match de la saison. Mais alors, attention, j'ai pas dit que ça allait être comme ça toute la saison. Je dis que si ça préfigure du reste de la saison, c'est inquiétant. C'est pas pareil. Ouais, mais moi, je pense qu'au-delà On va par là, c'est ce match-là, c'est Victor a rentré tous ses 3 points. Pour autant, il n'a pas fini à 50 points. Oui, mais oui, non, mais Victor était pas là l'an dernier. Dallas, c'était là enfin, Dallas jouait comme ça l'an dernier. C'est ça qui m'inquiète, en fait. Est-ce qu'on va pas revoir la même chose? ouais, mais je pense que c'est même pas une question de coach. Pour moi, c'est juste une question d'effectif. Pour moi, tu es une équipe qui joue vite et tu es une équipe qui paradoxalement, ne revient pas vite en défense. Et tu es une équipe qui a un bas court qui défend pas. Et je pense que c'est au-delà du coach qui n'est pas parfait. Je pense juste que fondamentalement, tu peux pas faire cohabiter les deux. Moi, je kifferais Kyrie en moins et Josh Green à la place, tu vois. Typiquement. Je préfère largement voir Josh Green, qui pour le coup se donne. Ouais, oui, non, ça s'entend. Ah bien, on verra bien les pronos, hein. C'est pas. Et oui, après, de toute manière, c'est très compliqué à faire fonctionner défensivement dans tous les cas. Mais. Très bien. On va passer à la franchise suivante. Les Pélicans. Les Pélicans qui ont fini le New Orleans l'an dernier avec un bilan de 42 victoires, 40 défaites et qualifié en play-in, du coup, et expédié au play-in. Qu'est-ce que j'ai noté cet été? Alors, je crois qu'il n'y a pas eu grand-chose. Ouais, voilà, donc tu as Herb Jones en gros qui reste dans la franchise. Et tu draftes Jordan Hawkins en 14. Voilà, c'est pas beaucoup de, pas beaucoup de changements. Josh Richardson qui est parti quand même, qui est un joueur intéressant. Mais rien de bien fameux. De toute façon, ton équipe est commit, hein, autour de Zion, de McCollum et de Brandon Ingram. Autour de l'infirmerie, voilà, exactement. Donc, en vrai, je te donne la parole en premier. Est-ce que les Pels, on peut croire un peu au staff médical ou c'est encore trop demandé? Franchement, ça devient compliqué d'y croire. C'est Zion. Franchement, tu te dis, s'il fait ne serait-ce que 40 matchs, 50 matchs même, tu te dis c'est une saison réussie. Par contre, là, c'est un peu compliqué. Surtout, il y a eu 2-3 affaires en interne où on ne sait pas trop comment. Si on a envie de jouer au basket, on va dire. Malgré ça, on a quand même vu 2-3 bonnes choses l'an dernier. Pas de Zion, hein, que lui, on ne l'a pas vu.
Mais tu as eu donc c'est en cours d'année qu'il arrive, CJ? Oh, c'est l'année encore. C'est l'année encore avant. L'année encore avant. Ça allait encore avant, ouais. Ok, mais en tout cas, donc, là, je l'ai trouvé plutôt intéressant. C'est dans ce rôle un petit peu de, on va dire, point guard, enfin plus de porteur de balle, et avec Ingram en second porteur, enfin ça dépend des matchs. Ouais, quand il J'aime joue. pas l'équipe, mais elle est bien construite dans ce qu'elle fait. C'est Valanciunas, c'est intéressant dans son rôle, c'est que dans cette équipe qui peut être intéressant, je trouve. Murphy et Jones, c'est bien. Ouais, ils ont des très gros défenseurs, paradoxalement, alors que je trouve qu'ils n'ont pas le matos pour défendre. Ce serait bien que 2-3 franchises viennent piocher ça. Hein. Pense à Herbert Jones. Alvarado défend bien aussi, ouais. Ouais, Alvarado. Bah, lui, par contre, je crois qu'il s'est blessé salement. Après, Murphy aussi, très intéressant. T'as des bons role-players, t'as lieutenant, un role-player plus, donc que ce soit Ingram, Valanciunas, McCollum, plutôt intéressant. T'as un problème de franchise player. Oh, même de lieutenant. Je suis sûr aujourd'hui. Et fiabilité, après, ouais, t'as une. Ouais. Voilà. Ingram, ça fait 2 ans, il joue la moitié de l'année. Même lui, ça commence à être. Sachant que déjà de base, ses premières saisons, il a eu des problèmes de temps en temps, mais là, ça s'est accentué. Hein. Ouais. Moi, c'est ce qui me rebute, hein, de toute façon, avec cet effectif. Hein. Mais là, en fait, moi, le truc, c'est on a vu avec et sans Zion, et sans une équipe avec le milieu de tableau, on va dire, avec, c'est une équipe qui peut prétendre au top 4. Le problème, c'est que, je vais vérifier pour pas dire une connerie et me faire reprendre, mais est-ce qu'il a joué ne serait-ce que 100 matchs en NBA? Bah, pas un peu plus. Il a un peu. Le mec, ça fait 5 ans de NBA. Enfin, c'est sa 5e année de NBA en comptant le match qu'il a déjà joué ici. Qui n'a pas encore joué, pardon, je pensais. Mais ouais, si on s'arrête à l'an dernier, ça fait 114 matchs en 4 ans. Mais de toute façon, il a joué qu'une saison, en fait, tout simplement. Même si on va par là, en vrai, il a joué une saison. Ouais, Ouais, c'est saison avec playoff, c'est dans la centaine de matchs. Ah, mais juste Il avait déjà pas tout, il avait déjà pas tout joué, il avait joué 60. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Voilà, 61 matchs. voilà, c'est ça que je voulais dire. Il fait une saison, en fait, à 61 matchs. Ah, dans ce sens-là. Ouais, c'était en ce sens-là. Il a fait une saison, 61 matchs, et c'est tout. Le reste, c'est pas des. Enfin, le reste, ça compte, c'est rien. Après, voilà, sur les 29 matchs de l'an dernier, il a montré que c'est une poison, en plus d'être un marsupilami. Et que, ouais, mais clairement, s'il y avait une sûreté sur son physique comme on l'a pour Embiid en régulière depuis plusieurs années, par exemple, pour parler d'un ancien injury prone, eh ben, je te dirais, ouais, allez, top 4, top 5, pas d'inquiétude, ça joue bien, ça. Mais il manque de talent quand il est pas. Même si j'adore les Jones, les Ingram, c'est le joueur alpha chez eux, ça reste Zion, quoi. De toute façon, dans le concept de mettre la balle dans le panier qu'est le basketball, Zion aujourd'hui, c'est un des top 5 joueurs pour mettre la balle dans le panier, quoi. Ah bah clairement. Et voilà, Euh. il marque 25 points par match avec une efficacité incroyable autour du cercle. Et après, il a un jumper un peu dégueulasse, mais qui peut marquer quand on temps. Mais franchement, il en a même pas besoin. Il est tellement explosif vers le panier. Et il est tellement agile. Il finit dans plusieurs positions. Il faut lancer France sans être formidable. Il n'est pas dégueulasse non plus, quoi. Genre 70%, on va dire qu'on est encore dans la limite du correct et de l'acceptable. Voilà, après, il y a des problèmes. Moi, je trouve que défensivement, attention, il a besoin de progresser. Mais bon, sans jouer, tu progresses pas. Mais bon, ça reste un joueur beaucoup moins fort défensivement et utile défensivement que ça pouvait être annoncé à l'époque quand il était drafté. Mais bon, avec un effectif bien construit autour, c'est pas un problème, quoi. Ah ouais, puis là, tu vois, pour moi, clairement, le problème, ça y est, c'est déjà, donc clairement, c'est le gros inconnu là. Et même Ingram, c'est pas la sécu, quoi. Ben oui. Et Ingram, ça fait combien de saisons qu'il a 50 matchs? en vrai, je me demande, je dois avoir la tête quelque part, hein, mais le trio Zion, Ingram, McCollum, ils ont joué combien de matchs ensemble? Je me demande vraiment. Je me demande vraiment s'ils ont joué plus de 5 matchs ensemble, hein, parce que c'est vraiment terrifiant. Après, McCollum, depuis qu'il a New Orleans, il est pas mal solide. Oui, non, mais c'est un joueur durable historiquement, mais à Portland, en vrai, c'est un joueur durable. Il s'est juste fait, je crois, Oui, c'était le poignet. c'est une blessure longue. C'était le Il poignet. a joué un pneumothorax, lui aussi. C'est possible. Mais bon, c'est un genre durable, quoi. Mais bon, Zion et Ingram, ils ont fait 5 matchs à deux, quoi.
ça commence à être un peu chiant. Bah, le problème, c'est quand on joueur le plus vieux de ton trio est le plus durable. Ouais, et puis ils ont la chance d'avoir Valanciunas qui est super durable aussi, hein, franchement. Et de toute façon, pour moi, c'est le problème de cette équipe. Clairement, quand tout le monde est là, c'est super sympa à voir. Mais, voilà, c'est déjà pas beau quand il n'y a pas Zion. Mais alors, quand il manque et Zion et Ingram, ça devient carrément dégueulasse. Ça manque de talent. C'est pour ça que moi, je ne veux pas le mettre prêt. On va pas se mentir. Pourtant, c'est une des équipes sur lesquelles je serais le plus content de me planter. Pop, petit commentaire sur les Pels avant de passer à la bonne équipe. Ouais, je sais pas, je trouve qu'il y a peu de choses à rajouter. Cette équipe, elle est bien construite. Mais le problème, c'est que elle a 2 top 20 players qui ne sont incapables de rester en bonne santé. Et bah voilà, de fait, ça c'est un énorme problème. Ils peuvent pas être consistants. Ouais, on a vu que l'an dernier, quand ils étaient tous les deux présents, ils ont fait un petit saut top 3, les Pels, en un petit moment. Et ouais, si on dit Zion et Ingram jouent 65 matchs, bah ouais, les Pels sont top 4. Ils sont devant les Clippers. Pas dur. Peut-être même en l'état, d'ailleurs, même en jouant 30 matchs. Enfin. Et ouais, voilà, cette équipe. En fait, c'est ce que Doc soulignait. Les role-players autour sont bons, sont complémentaires. Il manque un peu de création. Moi, j'ai bien aimé le test McCollum-Muller, qui est un peu un fervent défenseur de. Il faut qu'un de tes porteurs de balles soit un top créateur élite, tout ça. Ben, en vérité, McCollum, j'ai l'impression que dans son rôle, il n'est pas trop éloigné de la réalité d'un contender. Et voilà, moi je trouve que cette équipe vraiment, enfin, un peu comme ce que disait Réa, ça me fait plaisir de me tromper, mais je n'y crois pas, tout simplement du fait de la fermerie trop toujours remplie, quoi. Je pense que quand t'as Ingram et McCollum, niveau création, ça aurait été suffisant, je pense. Ouais. Je trouve que McCollum seul, non, Ingram seul, non, mais les deux, j'aime bien, c'est très, très, très correct. C'est pas Oui, je te jure. suffisant, C'est juste la création pas complètement sur leur main, contrairement à beaucoup d'équipes. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, Mais c'est bien aussi de voir d'autres trucs. McCollum, moi j'ai toujours été fervent défenseur. Déjà à Portland, je trouvais qu'il a toujours montré que c'était un bon créateur. C'est juste qu'il avait moins la balle dans la main, hein, mais à chaque fois qu'il est créateur principal au Pels, ça se passe très bien, hein. Ça se passe très bien, c'est un joueur propre. C'est un joueur propre, un balle en main. Ça fait une grande différence, mine de rien. Bah écoute, pour finir, on va partir sur la dernière équipe. La dernière équipe, la dernière preview qu'on va faire sur une équipe NBA. Donc Memphis Grizzlies, les Grizzlies qui ont terminé avec 51 victoires l'an dernier et 31 défaites. Sorti en playoff par les Lakers. Mais bon, Ja Morant n'était pas à 100% physiquement. Ça joue mine de rien, quoi qu'il arrive. Mentalement non plus. Oui, mais mentalement, il sera jamais à 100%, c'est normal, ça. Ils avaient des grosses blessures déjà l'an dernier, donc Et voilà, donc l'intersaison, il s'est pas passé grand chose, hein, pour pas dire presque rien du tout. Voilà, donc tu as Dillon Brooks qui est parti, et tu as Tyus Jones qui a été envoyé à Washington. Tu récupères Marcus Smart en retour, et Desmond Bane prolonge un tarif pas encore, enfin, ça kick l'année prochaine, mais voilà, il a déjà reçu son max, je crois, hein, c'est de toute façon. Ouais, je crois pour lui c'est un max en vrai. 34 millions la C'est saison pour l'année prochaine. d'avant ou un truc comme ça. Pardon, 34 millions, ça monte jusqu'à 44 en 2020. Ouais, je crois que c'est similaire au contrat de Moren, donc je me demande si c'est pas un quasi max ou un max pour lui. C'est similaire au contrat de Morin. Ouais, donc ça doit être un max, je pense. Mais bon, voilà, et ça c'est, de toute façon, c'est un excellent joueur, donc il n'y a pas de regret ni de doute là-dessus. Alors le problème avec Memphis, et c'est là où on va pouvoir taper sur le front office, je trouve. Donc Steven Adams s'était blessé déjà au genou en janvier dernier. Ils avaient laissé traîner en espérant que ça se soigne sans passer par le bistouri. Et finalement, ça s'est pas blessé. Il a fait une rechute, hein, carrément. Et il a été décidé qu'il doit être opéré des ligaments et ratera toute la saison. Alors, bon, c'est pas de chance, hein, mais au-delà de ça, quand tu sais que Brandon Clark était déjà sévèrement touché et qu'il ne reviendra pas avant un moment, quand tu sais que ton pivot titulaire de l'instant n'est pas sûr d'avoir complètement récupéré physiquement, pourquoi Memphis n'a signé personne à l'intérieur? Pourquoi? Donc Jaren Jackson Jr.
Le défenseur de l'année. Ouais, mais on demande pas je demande pas à ce qu'il signe un titulaire, mais chope enfin, au lieu de signer, attends, au lieu de donner un contrat à ton second tour de draft, là, J.J. Jackson, je sais pas qui c'est, mais franchement, je n'ai rien à cirer. Je sais pas, chercher un troisième pivot au minimum quelque part. Ah, moi, je suis pas là. Mais Vraiment, hein. ils se sont juste dit ça. Ils se sont dit, bah, Kenneth Junior, je pense qu'il compte un petit peu sur lui, mais pas dans l'immédiat. Ils ont garanti son contrat, je crois, Ouais, mais ou un truc comme ça. c'est de la hype, y a rien. Enfin bon, bon, lui, il y a moyen de le développer. Si on a des minutes à lui donner, ce serait cool d'avoir un spot pour lui. C'est pas lui qui est arrivé en surpoids là encore. Et il est né en surpoids. C'est Non, mais voilà, non, mais il est arrivé avec des kilos encore en trop, je crois, hein, carrément. ouais, Un truc genre 15 kilos de trop. Attends, déjà de base, il était déjà trop gros, mais là, J'ai une bad bad et j'ai plus de nom du un joueur. gros dernier match. moi, je, Donc il a fêté tout l'été. moi, je trouve qu'il y a pas d'espoir sur ce joueur, c'est que de la hype. Là, sans Almada, il a fait de play. Hein. Il a fait quoi? Il a pas joué, 0. Ouais, bah, oui, mais normal, il sert à rien. Pas défendre, quoi. C'est compliqué au basket. Ah bah, donc tu fais 150 kilos pour 2 mètres, bah, c'est compliqué de te déplacer, oui. 2 mètres pour 2 mètres, c'est pas vrai. Genre, j'aime bien Donc c'est bien quand t'es un tonneau de vin. j'aime bien Aldama et Tillman, mais bon, oh là là. Bon, Tillman est petit déjà. Déjà, pour commencer, Tillman est petit, c'est chiant. Puis Aldama, bon, c'est bien un Européen, Oui. quoi. Ça, c'est un Européen, quoi. C'est un grand Européen. Franchement, c'est cliché de l'Européen qui fait 2,10 m, mais qui, voilà, il prend pas rond et il défend En pas plus, très bien. Espagnol même, c'est le gars, le soyeux. Ouais, Il prend des tirs, ensuite tu lui dis vas-y, va prendre un rebond maintenant. Ah non, non. Il y ouais, a des gens là, faut se battre un peu. et clairement. Après, est-ce que c'est pas volontaire aussi par rapport à une modification du plan de jeu et que ça, il pensait peut-être que certes il était sur une jambe, mais qu'après, une fois, merde, j'ai plus ça va revenir. Qu'une fois Brandon Clark revenu, il pourrait lever le pied pour Steven Adams et c'est la technique du bon, allez, si Charles c'est les fesses, ça va passer. Non, mais c'est tellement une erreur, Brandon. Enfin, Brandon Clark, il revient pas de la blessure du coin en plus, quoi. C'est ça. Ouais, c'est bien. Ils ont tout l'été pour y penser. Et il revient pas avant mars, un minimum, hein, apparemment. C'est loin quand même, hein. Je sais bien. Sachant que Clark, pareil, hein, il est tout petit. Mais non, ils ont pas de Franchement, c'est... pivot à proprement en parler. Même Zion Jackson, initialement, c'est pas un pivot. Ben non, puis Sterling Nelson, enfin, t'adores le joueur, mais t'es quand même conscient que c'est un mec qui fait des fautes tout le temps aussi, donc tu l'aligneras jamais plus de 30 minutes, quoi. Tu le sais. Enfin, d'ailleurs, Ouais, j'ai envie de dire, ils ont joué, ils ont perdu, mais ils vont peut-être faire des moves après, on ne sait pas. je pense qu'ils sont obligés d'en faire un mort. Ou peut-être, peut-être, je me trompe peut-être, ils ne savent pas à quel point, avec déjà la blessure de Clark, plus Morant et sa fracture du cerveau régulière qui fait rater 25 matchs d'entrée de jeu cette année, plus les départs, les machins, ils sont peut-être dit de toute façon cette saison, on va faire un truc pas fou. Alors, on va se donner le temps de voir, trouver. J'essaie de comprendre, hein. Moi aussi, c'est pour ça que je dis peut-être que c'est parce qu'ils vont changer de plan de jeu ou j'en sais rien. Parce que c'est pareil, tu vois, ils prennent Smart, mais leur meilleur joueur, c'est déjà leur meneur. Quel est le truc? C'est Smart va jouer en 3? Ouais, mais c'est pas qu'ils vont en 4. ouais, mais Bane. Ouais, mais je m'en fais pas trop parce que Bane porte très bien la balle. Memphis a montré qu'il savait gagner sans lui. Ouais, franchement, Smart il fera pas, Smart il fera pas pire que Tyus Jones, quoi. Oui, non, moi, après, c'est sur le long terme, sur comment ils vont articuler ça. Je m'inquiète pas de ce que fera Smart, hein, après, pas de chaud. 6e homme, hein. Oui, je pense aussi. C'est juste, je vois pas comment ils veulent articuler le truc depuis le départ. Et après, j'entends ce que tu dis, qu'ils ont déjà joué plein de matchs sur Ja Morant et qu'ils ont été très bons. Et je ne le nie pas, et c'est même une des forces de cette équipe à la base. Mais là, c'est pas juste Ja Morant qui manque. Ja Morant, plus Steven Adams, plus Brandon Clark. Il n'y a plus un autre pareil C'est pas de Rocket, dont j'ai plus le nom. Dans ce cas-là, t'as Marcus Il y a Smart Zebrett. qui le remplace. Non, l'autre Canadien. Dylan Brooks. Et Dylan Brooks, merci.
Ouais, après, j'étais pas un grand fan de Dylan Brooks, mais régulière, oui, ça te faisait plus de profondeur, plus de. Moi, je trouve que c'est un Mais, excellent départ. mais oui, Je franchement. pense que il prend le même salaire que Smart. C'est là-dessus. Ah, non, mais là-dessus, Et encore, il voulait plus. trouve que c'est une très bonne chose. C'est par rapport, par rapport à l'an dernier ou il y a 2 ans, quand ils enchaînaient les victoires sur Moran, c'est juste le fait qu'il y a ça comme différence et que le Smart, certes, il est plus fort, mais là, c'est dès le début de saison qu'il manque Moran. Et Smart n'a pas encore le vécu collectif avec les autres joueurs des Grises pour ça serait plus tard dans la saison, les 25 matchs d'absence, ça m'inquiéterait moins. Après, moi, ça me paraît clair ce que je dis. Je sais pas si je suis très clair dans ce que j'explique, mais Non, mais ça s'entend, hein, mais bon. C'est-à-dire, ça reste une équipe qui aura une identité défensive solide. Un axe, un 5 ou un 4. Smart, Jerry Jackson Jr. Bon, je pense que c'est assez effrayant. Bane, un excellent défenseur. Ouais. Enfin, Oui. t'as des défenseurs sur tous les postes. Ça y est, Williams, moi, je le vois Oui. bien step up. Et moi, t'en as parlé tout à l'heure, cette Ivan un peu en étant dubitatif. Moi, je trouve que Tillman, les matchs qu'il a starté, c'était vraiment intéressant. Alors, c'est pas un starter NBA, mais il est pas tout en dessous du niveau attendu pour un 5e titulaire. Non, en fait, je le trouve pas mauvais. L'an dernier, je me souviens très bien, je l'avais pris en fantasy quand Adams s'était pété. C'est un bon joueur, je trouve qu'il rend des bons services. Mais en fait, le rôle de Steven Adams, je trouve, était trop important pour être remplacé par un joueur qui joue différemment. Genre, c'est un bon joueur de devoir, mais Adams, l'impact qu'il avait sur les rebonds offensifs était déjà gargantuesque. Mais les écrans qu'il pose pour Ja Morant, c'est pépite. C'est pépite. J'aurais bien aimé voir un joueur dur au mal comme ça, tu vois, genre j'avoue que j'ai pas d'exemple nécessairement en tête. Et de toute façon, tu trouveras évidemment jamais mieux que Adams, mais putain, je veux voir un gros mec qui pose des gros écrans pour Ja, quoi. Mais- Draymond. ouais. Mais- après, le truc aussi, qu'il va falloir prendre en compte pour le Pis, c'est l'an prochain, ils sont dedans jusqu'au pour leur payroll. Et justement, Tillman ne sera potentiellement pas là l'an prochain. Donc, est-ce qu'ils vont pas le faire jouer que ça? Est-ce qu'ils n'ont pas essayé de trouver une solution en avance interne, mais ils n'ont pas vraiment parce que ouais, on en revient toujours au même truc, hein, des pivots, ils en ont pas beaucoup et c'est même pas des vrais pour certains. Et les power forward, on met la Ravia. Après, ils ont quand même monté un trade, genre Kennard, c'est une bonne pièce pour. C'est un bon salaire à trader. Hard, Adams, Clark. Voilà, t'as quelques pièces niveau trade. Tu vis de l'infirmerie et t'as de quoi ramener un joueur à 40 millions. Hein. Kennard. Tu peux aller chercher un Paul George à l'infirmerie à côté. Ouais, non, Personne ne jouera dans les deux côtés. C'est ça. voilà. La DNP. C'est à prendre en compte, et c'est pour ça, c'est justement là où j'allais en venir, que je les vois, si ça se passe moins mal que ce qu'on pense, parce que ce que moi je pense par rapport à l'absence de genre début de saison et tout ça, et les différentes blessures, etc. Je pense qu'ils essaieront un trade justement pour rééquilibrer un peu le bousin. Bon, écoute, on verra bien au cours de la saison. Je vous propose de passer au prono pour conclure. Ria, je te donne la main en premier. Alors, comme d'habitude, on va partir du bas. Rockets 15e. Hein, je pense que de toute façon, ça va être pareil pour tout le monde. Hein, le Rockets Circus, pas besoin de dire plus. Les Spurs, moi je les vois quand même devant les Blazers, mais genre une ou deux victoires devant à tout péter. Hein, donc. Ça va être, genre, je sais pas, les Rockets à 15 victoires, les Blazers à 17 et les Spurs à 18. Hein, ça va pas être une dinguerie non plus. Bon, je force un peu le trait, mais vous avez l'idée. Après, on parlait des Pels et de leur infirmerie, elle est toujours remplie. Je la vois malheureusement être encore remplie cette saison, à la fois par Zion et par Ingram. Donc, voilà, moi j'ai carrément prévu une 12e place en dessous du Jazz. Les Grises pour moi, je les avais mis beaucoup plus haut au départ. On m'aurait demandé il y a une semaine
Je les aurais mis 5 ou 6e en prenant en compte l'absence de Jazz, tout ça, le fait d'intégrer les nouveaux joueurs, etc. Mais là, avec en plus l'absence d'Adams, je les vois clairement pas être. Enfin, je les vois être en play-in, je les vois être 8e, mais je les vois clairement pas plus haut. 9e, pardon, au moment 8e, c'est jamais le compter. Et je vois les Mavs juste au-dessus, portés par Lucas, mais il y a encore trop de défauts. Et surtout, il va falloir améliorer ce que je vis. Ok. Pop. Alors, moi, j'ai bien sûr Rocket Spurs 15-14. Je suis même pas sûr qu'il soit utile de revenir là-dessus. Enfin, voilà. Ça fera pas 18 wins. Bon, je sais bien que c'est là, c'est pas vraiment, c'est juste une manière d'illustrer. À mon avis, il sera autour de 24, mais ça va être faible, hein. Ensuite, on arrive sur les Pels, que je suis très très déçu de mettre 11e hors play-in. Voilà, parce que un peu ce que j'ai sur les Wolves, hein, si on avait commencé plus tard les previews, peut-être que j'aurais fait autrement. Ça a pas mal bougé, mais bon, je les laisse échouer au bord du play-in, à contre-cœur. Les Grizzlies, eux aussi, ils ont beaucoup bougé. Là, je les ai 7e. Classement final, du coup, pas le choix. Je les ai 7e. Bah, ça a notamment bougé parce que j'avais commencé à le faire avant l'annonce de Adams Shield Out. Bon, c'est quand même un sacré coup dans l'aide. Et donc, voilà, play-in pour les Grises et Dallas, juste au-dessus, 6e. Et c'est l'équipe qui a le plus bougé parce que je les ai très très longtemps eu 3e, en fait. Ouais. Mais bon, 3e à 47, hein. Tandis que là, je les ai 6e à 45. Donc, enfin, voilà, tu vois l'idée. Ouais. De toute façon, de 3 à 9, il y a 4 victoires, je pense. Un truc comme ça. Donc, bon, c'est pas non plus. Enfin, l'an passé, par exemple, les Suns sont à 45, les Lakers à 43. Et il y a un nombre de places d'écart qui laisse imaginer plus. Oui, ça va être serré. À l'ouest, hormis les Nuggets qui seront à 56, en gros, comme ça, en 55 à peu près. Le reste, ça va être à 50, et puis voilà, hein. Mais voilà, donc j'ai les Mavs 6e. Et ouais, enfin, s'ils les avaient plus haut, c'est juste parce que, pour moi, en au moins 6 sur 8 contre les cancres en bas, pour un peu de chance, prend 3 fois les Pels avec des blessures. Et voilà, il reste que les Grizzlies à taper pour prendre des matchs ou non entre divisions, quoi. Donc ils auront tellement de matchs gratuits en fait que je les imagine arriver assez facilement à 45. Et voilà. Ah, c'est pour ça, quelque part, aussi, que je les mets quand même en play-in les deux. Hein. Et donc oui, j'ai dit 6e, je sais pas si je l'avais redit, mais je les ai bien 6e. Ok. Doc. Alors moi, de mon côté, j'ai les Rockets dernier, crois même dernier de la ligue. C'est Alors, ouais. le projet, l'idée, comme j'ai dit plus tôt, l'idée pour pas l'exécution, fan du tout. Et du coup, j'ai les Spurs qui sont, comme les mets combien là? Qui sont 12. Je les mets 12e, bah, ça se joue tiens, dans un mouchoir de poche, hein, entre Spurs, Jazz, Spurs et Rockets. Tout simplement, vu que Rockets va plus donner des free wins, là où je vois le Jazz et les Blazers se partager les victoires. C'est ce qui va faire la différence finale. Ensuite, on a ma dernière équipe hors playoff, les Pels. Bah, manque de fiabilité hein, à cause des blessures. Donc ça va louper les playoffs et finir 11e. De toute façon, play-in, j'ai plus personne, parce que j'ai tout à l'heure les équipes que j'avais. Et donc, j'ai, par défaut un petit peu, Grizzlies et Mavs qui viennent nous prendre une petite place 3 et 4 dans la conférence Ouest. Ah voilà, je suis pas le seul. Ah non, bien sûr, ils sont entre guillemets boostés. Et enfin, tu te dis la Pacifique. Après, ils ont le même bilan hein, que Warriors Kings Suns, hein, des trucs comme ça. Chez moi, qui sont en playoff ou play-in. Mais juste, mais c'est tellement le désert leur division que t'as aligné à 5 de départ, t'as gagné le match limite. Ok. Ok, pour ma part, donc pour conclure, Rockets 15e, Spurs 14e, mais voilà, c'est potentiellement interchangeable. Je pense que les Rockets c'est trop brut, de toute façon, pour certains joueurs. Et les Spurs, pareil, trop jeunes. Mais je pense que les Spurs, je mets quand même les Spurs légèrement devant. Je pense qu'il y a plus de qualité. Mais c'est bien deux franchises de merde. Les Pels 11e. L'infirmerie, tout simplement, voilà, comme tout le monde, je peux pas me résoudre à mettre une équipe qui compose constamment sans son franchise player et très souvent sans son lieutenant, de les mettre en play-in, surtout à l'ouest en fait. À l'est, il y aurait moyen.
franchement, voilà, la conférence est plus faible vers le bas. Mais là, il y a trop de bonnes équipes au-dessus, je trouve, et trop d'équipes qui jouent au moins 60 matchs ensemble pour y mettre les Pels. J'ai les Mavs 9e, par contre, à peine au-dessus. 10e, pardon, encore moins. J'ai les Mavs 10e, à peine au-dessus. Je suis exprimé sur le sujet, je pense déjà tout à l'heure, je ne crois pas du tout en l'association. J'ai des doutes sur la capacité de Luka de faire une saison complète de nouveau. Je pense que le corps est déjà bien amoché alors que la saison ne vient que de commencer. Et vu les montagnes qu'il soulève pour gagner des matchs, ça tiendra pas comme tous les ans, hein, tout simplement. Et voilà, le fait avec Kyrie, etc. Je pense qu'il y a des motifs d'espoir l'année prochaine. Si tu laisses Luka un bon temps de repos et que tu bidouilles encore un peu le roster, parce que l'amorçage, le travail produit cet été est vraiment bon. Mais voilà, faut fignoler encore, je trouve. Et donc pour finir, moi les Grizzlies, je les ai encore 3e malgré les blessures. Parce que en fin de compte, à part OKC que j'ai mis assez haut, toutes les équipes qui sont autour ont toutes mes équipes que moi j'ai autour ont des points d'interrogation au niveau des blessures, en fait, que ce soit les Lakers, les Suns, les Clippers, les Warriors. Voilà, c'est beaucoup d'équipes qui ont des interrogations, et je pense que les Grizzlies, je leur laisse le bénéfice du doute parce qu'ils ont déjà suffisamment démontré que sans Ja, ils savaient être un roster compétitif et aligner des victoires. Voilà, même avec les blessures à l'intérieur, je pense que la rotation est correcte pour tenir la baraque, et Desmond Bane est un putain de joueur. Voilà qui conclut du coup, si vous n'avez rien à rajouter, messieurs. Non, c'est bon. Du tout, non. Et voilà qui conclut cette toute dernière preview, si vous avez regardé dans cet ordre-là, de la conférence Ouest. Et donc voilà, on vient de faire la division Sud-Ouest. Et on se retrouve du coup maintenant dans 15 jours, 3 semaines, pour commencer à débriefer le début de la NBA et les premiers enseignements qu'on pourra tirer, que ce soit sur des joueurs ou sur des équipes. Donc on vous souhaite un bon début de saison, une bonne première quinzaine, et on se retrouve à la prochaine. Salut! Salut.